L'apparition de la vie sur Terre, il y a environ 4 milliards d'années, a débuté par le règne des bactéries et d'autres organismes unicellulaires. Au fil des ans, l'évolution fait place aux organismes marins tels les cnidaires. Ces espèces animales, vivant spécifiquement en milieu aquatique, soit 99% des populations, ne sont pas des espèces très compliquées. Ceux-ci sont des organismes dits diploplastiques, ce qui veut dire qu'ils sont formés par deux feuillets cellulaires, l'ectotherme et l'endotherme. L'ectotherme est composé de 4 types de cellules, soit les cellules myopéthéliales ectodermiques, composant les fibres musculaires, les cellules neurosensorielles, les cellules interstitielles ou en amas, et finalement les cellules urticantes. L'endotherme, la deuxième feuillet cellulaire des cnidaires, est elle aussi composée de 4 cellules. Les cellules myopéthéliales, qui aident la digestion des éléments liquides, les cellules glandulaires contenant des granulations d'enzymes protéoliques, les cellules sensorielles qui possèdent un cile excitable et finalement des cellules interstitielles. Ces deux couches sont séparées par ce qu'on appelle la mésogelée, une couche intermédiaire de gelée ice. L'embranchement des cnidaria est divisé sous deux formes, les formes fixées, par exemple les corails et les anémones de mer, et les formes libres. La première forme de cnidaire qu'on voit aujourd'hui est la forme libre, représentée majoritairement par les méduses. Ces animaux, vieux d'environ 650 millions d'années, ont une composition étrange comparée d'autres organismes vivants. Elles sont composées à 98% d'eau et 2% de matière sèche. Vivant dans nos eaux, 99% en eau salée et 1% en eau douce, les méduses sont réparties sous plusieurs centaines d'espèces, tous sous deux classes principales, les trachyméduses et les narcoméduses. Leur forme débute par les tentacules, ou cnidocytes, montant par la bouche au milieu de l'organisme, la cavité gastrique, tous recouverts de l'ombrelle. Ces espèces dites formes libres, les méduses doivent avoir la possibilité de se mouvoir. Pour se propulser, elles contractent les fibres musculaires de l'ombrelle. Pas très efficace contre ces prédateurs à une vitesse maximale de 55 mètres à l'heure. Les méduses sont carnivores, excepté Aurelia aurita qui à l'âge adulte peut aussi se nourrir de phytoplancton. Mais en général, la méduse va se nourrir de poissons et de crustacés pas plus gros qu'elle. Il a même été observé que certaines méduses mangent leurs congénères lorsqu'ils sont plus petits. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la méduse ne chasse pas ses proies car elle se déplace de façon plutôt aléatoire. La méduse est donc opportuniste et mange ce qu'elle peut, comme tous les cnidaires. Ce sont donc ses proies qui viennent à elle, et lorsqu'un de ses tentacules touche sa victime, la méduse capture la proie à l'aide de celle-ci en formant une espèce de filet. Plus la proie se débat, plus le taux se resserre. Et puis, avec des micro-harpons positionnés sur ses tentacules, elle libère un venin dans l'individu capturé. La victime sera paralysée par le poison, mourra, puis sera mangée au fur et à mesure que la méduse hisse sa proie vers son tube digestif. Ces cellules urticanes créent le poison et servent aussi de moyen de défense. Cependant, il faut noter que la puissance du venin est relative à l'espèce de la méduse. La deuxième forme est la forme fixée, représentée par le corail et l'anémone de mer. Ayant des caractéristiques semblables aux méduses, on leur ajoute le pied qui ancre l'organisme dans le sable ou l'attache sur des substrats durs, et elles sont dépourvues d'exosquelettes. Ces espèces animales de 1,25 cm à environ 2 mètres de diamètre sont de vrais prédateurs avec leurs tentacules dites nématocytes au poison urticant. L'anémone de mer se nourrit de façon semblable à la méduse en capturant les petits poissons et les crevettes qui s'aventurent près d'elle. L'anémone a aussi la possibilité de se nourrir de plancton. Elle attrape sa nourriture à l'aide de ses tentacules et la hisse à sa cavité centrale où aura lieu la digestion. Une fois la digestion terminée, les déchets sortent par la même orifice. Il possède, comme la méduse, un venin puissant qui peut servir à tuer et à paralyser sa proie. De plus, pour réussir à attirer ses proies, l'anémone se sert du poisson clown avec qui elle a une relation de mutualisme. Le poisson clown, ayant une résistance au venin de l'anémone, se sert de l'anémone pour se protéger de ses prédateurs. Ceux-ci, en essayant de l'attraper, le poisson clown, tombe dans le piège de l'anémone de mer, et l'anémone de mer se trouve ainsi nourrie.
Si l'anémone de mer se sent attaquée, elle peut projeter hors de ses tentacules des filaments blancs de cellules urticantes, appelés acontis. Ces filaments peuvent produire les mêmes effets sur un organisme qu'une piqûre de méduse. Nous espérons que cette présentation vous a plu et que vous savez maintenant beaucoup plus de choses sur les fascinants animaux que sont les cnidaires.